Citoyennes, citoyens, bonjour, Maxime se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2026. L'année va être complètement dingue dans le spatial avec notamment le retour des humains en orbite lunaire. On va commencer avec un épisode bien chargé. Aujourd'hui, on va ainsi découvrir une théorie qui propose la géométrie comme source de la masse dans l'univers. Vous allez le voir, c'est passionnant. On discutera ensuite des constellations qui font des manœuvres de plusieurs milliers de satellites et de la nouvelle station russe qui pourrait recycler l'ISS. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. L'une des plus grandes avancées de la physique moderne a été la découverte expérimentale du boson de Higgs, annoncée en 2012 au CERN. Dans le cadre du modèle standard, le champ de Higgs joue un rôle fondamental. Il explique pourquoi certaines particules élémentaires possèdent une masse. En théorie, le modèle standard impose des particules initialement sans masse. Pourtant, lorsque l'on observe les bosons W et Z en laboratoire, on constate qu'ils sont lourds. La résolution de ce paradoxe passe par l'existence d'un champ omniprésent et invisible, le champ de Higgs, dont la présence brise spontanément la symétrie du modèle. C'est cette brisure qui confère une masse aux particules qui y sont sensibles. La découverte du boson de Higgs, la particule associée à ce champ, est venue confirmer que le modèle standard voit juste. On a ainsi une explication pour l'origine de la masse dans l'univers. Si le mécanisme de Higgs fonctionne extrêmement bien, il repose néanmoins sur l'introduction d'un champ fondamental dont les propriétés sont postulées. Le potentiel de Higgs, avec sa célèbre forme de chapeau mexicain, n'est ainsi pas calculé ou dérivé d'une propriété plus fondamentale, il est construit sur mesure. Ça fonctionne, mais pour certains physiciens, c'est un peu dérangeant. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus fondamental encore qui nous était caché et qui pourrait expliquer ces postulats plutôt que de les imposer. Ce sont probablement ces interrogations qui ont poussé un groupe de chercheurs européens à explorer un mécanisme fascinant pour expliquer l'apparition de la masse dans l'univers. Ils ont décrit leur théorie dans un papier publié récemment. Elle ne vient pas remplacer le boson de Higgs. Sa détection expérimentale est aujourd'hui indiscutable. Leur approche est géométrique. Là où le modèle standard fait émerger la masse d'une interaction entre particules, cette théorie suggère qu'elle pourrait naître de la structure même de l'espace-temps. Pour comprendre leur idée, il faut commencer par accepter des dimensions supplémentaires. Beaucoup de théories explorent ces pistes, notamment pour unifier la mécanique quantique et la relativité. C'est par exemple le cas de la théorie des cordes qui peut grimper à 10, 11, voire 26 dimensions. Pour notre masse géométrique, il faut en utiliser 7, les 4 habituelles de l'espace-temps, et 3 dimensions supplémentaires qui peuvent adopter des géométries très complexes pour se replier sur elles-mêmes à des échelles minuscules. Le concept au cœur du papier est ainsi celui de torsion de l'espace-temps. Il s'agit d'une déformation différente de la courbure, plus subtile. La torsion permet à ces dimensions repliées d'adopter des propriétés très spécifiques qui nous apparaissent de notre point de vue en 4 dimensions comme de la masse. C'est un concept qui permet ainsi de faire émerger la masse à partir de la géométrie, sans avoir recours à un champ scalaire fondamental. Alors je vous l'accorde, c'est une idée complexe et elle bouscule profondément nos intuitions habituelles sur la masse. Mais cette approche a aussi un côté séduisant, car elle propose une forme de simplification. En s'appuyant directement sur les propriétés de l'espace-temps, elle permet de se passer de l'introduction d'un champ fondamental supplémentaire, ce qui peut être vu comme passant le rasoir d'Occam. Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans un courant plus large. Il y a toute une branche de la physique qui cherche à comprendre les propriétés des particules élémentaires comme des manifestations de la structure de l'espace-temps. Historiquement, 2 grandes stratégies coexistent. Certaines approches, comme la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, tentent de quantifier la géométrie de la relativité générale pour la rendre compatible avec la mécanique quantique. C'est la recherche du fameux graviton. D'autres travaux comme celui que nous venons d'évoquer explorent une démarche complémentaire.
Plutôt que de quantifier l'espace-temps, il cherche à reformuler certains aspects de la physique quantique dans un langage géométrique plus proche de celui de la relativité. Dans cette perspective, des propriétés comme la masse pourraient ne pas être fondamentales, mais émerger de la structure géométrique profonde de l'univers. Avec notre théorie d'une origine géométrique de la masse, on note toutefois que la simplification n'est pas sans contrepartie. Certes, on fait disparaître un champ fondamental, mais il faut en retour accepter 3 dimensions supplémentaires. L'équipe ne propose par ailleurs pas d'observation qui permettrait de tester l'hypothèse. À voir donc si elle sera fertile et saura séduire d'autres théoriciens. En parallèle, les collisions de particules vont se poursuivre au LHC alors que son successeur se profile. Le futur Circular Collider, ou FCC, doit exploiter une boucle de 91 km de diamètre. De quoi grimper en énergie et peut-être dévoiler de nouveaux mécanismes de la physique des particules, ou qui sait, une nouvelle géométrie de l'espace-temps. Un tel programme coûte incroyablement cher et le FCC vient de se trouver un mode de financement pas très orthodoxe. Un groupe de milliardaires, parmi lesquels on retrouve Xavier Niel et Eric Schmidt, s'est ainsi engagé sur une donation de 860 millions d'euros en faveur du projet. Ça reste très insuffisant pour mener l'ensemble du projet à bien, mais cela devrait permettre de mener des études préliminaires poussées en attendant de voir si la Commission européenne ou d'autres organisations internationales montent au créneau. Le CERN espère pouvoir prendre une décision sur le début de la construction en 2028. Le LHC avait eu besoin de 12 ans entre la validation du projet et les premières collisions. Il faudra donc certainement attendre au moins jusqu'en 2040 avant de voir les premiers résultats de ce nouvel accélérateur s'il est bel et bien validé. Puisqu'on parle de milliardaires et de collisions à grande vitesse, il faut également qu'on regarde au-dessus de nos têtes où SpaceX s'apprête à mener la plus grande manœuvre orbitale jamais entreprise. Des milliers de satellites de la constellation Starlink vont ainsi changer d'orbite en 2026. 4400 satellites situés sur une couche à 550 km d'altitude vont descendre à 480 km pour des raisons de sécurité. Les collisions entre satellites ou avec des débris sont une préoccupation grandissante et une couche entière de Starlink, plusieurs milliers de satellites, pourrait être rendue inopérante par un syndrome de Kessler, une réaction de destruction en chaîne où une première collision multiplie les débris et provoque des collisions supplémentaires. À 480 km d'altitude, il y a moins de débris qu'un peu plus haut. L'atmosphère terrestre a tendance à les consommer plus rapidement. Cette couche basse de satellites sera ainsi plus compacte, mais paradoxalement plus à l'abri. Les satellites Starlink peuvent se coordonner les uns par rapport aux autres et sont principalement mis en danger par d'autres satellites ou des débris. Cette baisse d'altitude correspond par ailleurs à la fin d'un pic d'activité solaire. Notre étoile a été un peu plus énervée que d'habitude ces 2 dernières années. Cela a légèrement gonflé l'atmosphère, ce qui a contribué au nettoyage de l'orbite basse. Les 4400 satellites Starlink peuvent ainsi s'installer sur un terrain qui a bénéficié d'un coup de balai solaire. L'activité de notre étoile est dorénavant plus faible et les satellites de la constellation subiront donc moins de traînées résiduelles. Cela permettra peut-être au passage de réduire légèrement la latence du service et d'améliorer les débits ou le nombre de clients qui peuvent être servis simultanément. Il faut cependant se demander ce que fera SpaceX au prochain maximum solaire. Vont-ils rehausser les satellites déjà en place pour se retrouver à une altitude où les débris seront plus denses, surtout après une dizaine d'années de lancement supplémentaires? Ou vont-ils accepter une traînée plus forte et donc une durée de vie réduite sur les satellites déjà en place? Ils pourront, quoi qu'il advienne, s'appuyer sur une capacité de lancement record qui a été démontrée en 2025. L'année dernière, 165 Falcon 9 ont décollé et aucune n'a subi d'échec. C'est un chiffre qu'il était impossible d'imaginer il y a seulement 10 ans. Cette montée continue en cadence se retrouve dans le monde entier où tous les continents ou presque progressent. Il y a eu en tout 330 tentatives de lancement orbital en 2025, presque une par jour en moyenne. Les États-Unis mènent largement la barque avec 198 tentatives de tir contre 156 l'année dernière. La Chine marque une accélération fulgurante avec 93 décollages contre 68 en 2024. L'Europe a vu 7 fusées partir pour l'orbite en 2025 contre 3 l'année précédente. Notre petit diagramme Wikipédia continue à grimper en exponentielle et aucun ralentissement se profile. Il est donc aisé de comprendre pourquoi SpaceX et les autres se préoccupent autant des débris. La cadence ne va par ailleurs pas ralentir. Les New Space chinois et européens arrivent à maturité. Amazon va vouloir lancer sa constellation, on pourrait donc passer la barre des 500 lancements annuels avant 2030.
L'entreprise américaine continue par ailleurs à préparer une introduction en bourse qui devrait lui permettre de lever 25 milliards de dollars. Avec les projets de data centers orbitaux qui se dessinent, on n'a donc pas fini de voir des lancements et les débris s'accumuler. La logique semble être la même en Chine. Landspace prépare également une entrée en bourse avec l'objectif de lever l'équivalent d'1 milliard de dollars. Après les lancements réussis de la première Juche 3, cela devrait lui permettre de monter en cadence et de progresser sur la réutilisation des premiers étages. Landspace pourra ainsi contribuer à lancer une des 6 méga-constellations chinoises. C'est un pan du spatial dont on parle peu en Occident, mais qui va monopoliser assez rapidement une bonne partie de l'orbite basse. Maxime vous prépare une vidéo sur le sujet pour le milieu du mois de janvier. En Europe, on va certainement progresser plus lentement, comme d'habitude, à cause des chamailleries des États membres. Il y a un projet de constellation souveraine en cours depuis quelques années, il prend le nom d'Iris². Il n'a pas pour vocation d'offrir de l'Internet au grand public, comme Starlink. Il doit plutôt garantir les télécommunications des institutions, des armées ou des entreprises stratégiques. Iris se contente ainsi d'un peu moins de 300 satellites, avec un budget total de 10 milliards d'euros. Un déploiement complet est attendu autour de 2031. Du moins, si le projet est maintenu en l'état. L'Allemagne semble ainsi insatisfaite de la répartition industrielle du projet, qui privilégierait les acteurs français. Outre-Rhin, les crédits énormes alloués au spatial militaire permettent par ailleurs d'envisager une constellation souveraine, qui s'appuierait sur les acteurs allemands sans avoir besoin de partager. Ariane 6 et Kourou resteraient certainement nécessaires, du moins dans un premier temps, jusqu'à ce que les lanceurs allemands offrent la capacité nécessaire. La collaboration semble ainsi bien difficile à maintenir quand les budgets et les ambitions divergent. La coopération est également difficile à grande échelle, où le modèle de la Station spatiale internationale, fruit de la fin de la guerre froide, ne sera pas renouvelé. L'ISS va être désorbité entre 2030 et 2032 et les stations qui prendront son relais seront moins internationales. En Occident, on privilégie une série de stations privées, Orbital Reef de Blue Origin, Starlab de Voyager, Airbus et Mitsubishi, ou la station d'Axiom Space. En Russie, c'est une station souveraine lancée à partir de 2027 qui devrait prendre le relais. Du moins, c'était le plan jusqu'à il y a quelques jours. En effet, des annonces récentes d'officiels russes laissent maintenant entrevoir un plan plus économe. En 2030, la Russie pourrait séparer sa partie de l'ISS pour continuer à l'exploiter dans les années suivantes. Elle pourrait ensuite être rejointe par de nouveaux modules pour compléter sa capacité. Forcément, c'est plus simple, la station est déjà en place. On peut tout de même se demander si elle peut encore tenir bien longtemps. Le segment russe de la station a connu de nombreux problèmes de fuite ces dernières années. Rien qui ne mette en danger les astronautes, mais la situation ne risque pas de s'améliorer. On a encore le temps de voir les choses évoluer d'ici 2030, mais ce sera peut-être la seule option valable pour la Russie, faute de budget. Voilà qui boucle ce premier des NDE de l'année. Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux et j'attends avec impatience de pouvoir décrypter avec vous une année 2026 qui s'annonce très riche dans le spatial. Vous pouvez consulter nos sources dans la description. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau dossier d'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.